On a eu une dynamique de la ville au point de vue espace vert qui a été énorme. Dans les années 70, on a planté plus de 100 000 arbres dans différentes villes comme Rennes, comme Paris, etc., Angers, dans des petites villes. Des dizaines de milliers d'arbres ont été plantés, quoi. C'est fabuleux. Le deuxième point de dynamique de biodiversité, c'est l'évolution des comportements du citadin lui-même. Alors je vais prendre deux exemples, il y en a plein. J'ai pris une photo de quelqu'un qui nourrit des pigeons, et il existe essentiellement, voire uniquement, parce qu'il y a des gens qui les nourrissent, c'est tout. Voilà. Maintenant il y a les NAC, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie, vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire que ce sont des animaux, pas des chiens ni des chats, mais qui sont des animaux très exotiques que les gens peuvent acheter, et qui relâchent la plupart du temps, parce que ça finit par les embêter. La tortue de Floride en est un. Les espèces introduites n'ont pas de cortège parasitaire, donc elles ont une tendance à choper facilement tout ce qui se passe, et souvent en très grand nombre. Toutes les espèces ne peuvent pas rentrer dans la ville, bien sûr, mais il y en a plein qui s'adaptent. Le faucon cresserelle, vous savez, qui est un oiseau qui fait du surplace sur le bord des autoroutes et qui mange que des micro-mammifères, des mulots, des campagnols. En ville, il a changé complètement, il mange que du moineau pratiquement. Ça veut dire un changement de comportement, c'est fabuleux, c'est vraiment une adaptation qui est extraordinaire. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aussi, toutes ces espèces-là sont étant un peu toutes généralistes ou autres, on a une tendance à avoir les mêmes espèces dans toutes les villes. On va avoir un peu partout de la tortue de Floride, on va avoir à Paris, je travaille en ce moment sur la perruche à collier qui rentre dans Paris, puisqu'elle vient de nicher à Montsouris, ça y est. On a 10 000 à Londres, il y en a à Amsterdam, il y en a à Bruxelles, il y en a à Berlin. Alors dans ces espèces introduites, il n'y a pas que les gens. Il y a aussi, et c'est là-dessus que j'interviens parfois, il y a aussi tous les services municipaux qui continuent à nous planter des arbres de la pampa que vous trouvez sans doute jolis, mais qui dans le sud posent d'énormes problèmes parce que c'est au point de vue feu, on fait pas pire. Il y a des problèmes de fond qu'aujourd'hui les paysagistes n'ont absolument pas soulevés, on n'a fait que de l'esthétisme, et que nous, aujourd'hui, on commence à poser des questions sur le choix des espèces. Et il y a un problème qui, moi, m'intéresse beaucoup plus, et c'est l'objet de mon ouvrage, c'est le phénomène d'isolement. Le paysage, pour moi, c'est quelque chose de relativement simpliste. C'est quelque chose qui fonctionne avec des tâches d'habitat. Donc là, c'est les tâches que vous voyez. C'est les habitats, c'est les milieux là où vivent les espèces. Et puis on a une matrice autour, c'est là où c'est pas optimal. Alors ça peut être de l'eau au maximum, bien sûr, ça peut être considéré comme des îles. La plupart du temps, c'est un système agricole, par exemple, qui va pas permettre à plein d'espèces ni de survivre, ni même de traverser pour certaines. Et puis on a ces corridors écologiques qui permettent de rejoindre deux tâches et qui vont faire que on a des populations qui vont pouvoir échanger et donc se maintenir. C'est le problème de la fragmentation. Alors le plus bel exemple, bien sûr, c'est le bocage, qui est tout un ensemble de haies, de chemins creux et autres, qui permet à toute une faune forestière d'être présente en plein milieu agricole. On sait qu'on peut avoir des oiseaux ou des papillons un peu partout. Pourquoi? Parce qu'ils volent et qu'ils sont capables de passer au-dessus des bâtiments. Mais tout le reste, on ne pourra jamais les avoir en ville parce qu'ils ne peuvent pas passer par-dessus les bâtiments. Donc il faut avoir des continuités. Ça a été fait à Bruxelles, il y a eu plein d'autres exemples, bien sûr, aujourd'hui. Mais les premiers, ça a été fait à Bruxelles où des associations de protection de la nature ont dit aux gens arrêtez de tondre votre pelouse comme ça et d'avoir juste votre sol pleureur. Essayez d'avoir des coins un peu sauvages. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'insectes et plein d'oiseaux qui vont arriver. Et ça a très très bien marché. Il y a des quartiers entiers qui ont joué le jeu. Mais je ne vais pas donner le résultat biologique, les listes d'espèces et tout ça, mais le côté social, c'est que ça a créé un lien social autour de l'objet de nature qui a dépassé complètement les espérances qui n'étaient même pas trop prévues au début. C'est-à-dire que les gens ont commencé à parler de leurs bestioles, de leurs plantes qui passaient d'un jardin à l'autre, etc. Il y a une notion de construction d'un tout, on fait partie d'un même quartier et tout ça, et il faut absolument qu'on convainque un tel parce qu'il casse la possibilité de déplacement. Donc il y a eu une intégration très très forte. On a vraiment des réflexions sur ce nouvel urbanisme avec des nouvelles valeurs, sans doute de nouvel esthétisme et certainement des nouvelles relations aussi entre ville et campagne, parce qu'il s'agit bien d'intégrer la ville dans un continuum de campagne. C'est grâce aux abeilles que 30 ou 40% de ce que nous mangeons en matière végétale, exception des céréales, le produit d'une pollinisation, et que parmi les agents pollinisateurs, il y a évidemment au premier rang l'abeille. Il y a toujours eu des abeilles en ville, voilà. Et que par ailleurs, en France, la plus vieille société d'apiculture est parisienne. Voilà. Et depuis 1876, la Société centrale d'apiculture, dans le cœur de Paris, au Jardin du Luxembourg, abrite une vingtaine de ruches. Voilà. Cette capacité qu'a l'abeille, en gros, de prospecter partout où elle est posée, à un moment, que ce soit en ville ou en campagne, réagit sur un principe qui est vieux de 80 millions d'années, parce que l'abeille a 80 millions d'années, qui consiste, en gros, à collecter et à concentrer en un point et en un pot de miel, en tout cas pour nous, un rayon de butinage de 3 km. Je me retrouve à devenir producteur de miel, un miel qui, effectivement, lorsque je l'ai fait goûter à un enfant de la cité à côté de chez moi,
le goûte, et puis il me dit c'est quoi? Je dis goûte, tu verras. Et donc il met son doigt dans le pot de miel, et il me regarde droit dans les yeux, et il me dit c'est béton. Voilà. Et c'est comme ça que c'est devenu une sorte de véritable appellation AOC, de quelque chose qui depuis est vendu à l'Office du tourisme de Saint-Denis, mais qui a fait aussi, pour aller jusqu'au bout de la blague, que je l'ai envoyé au concours régional agricole, c'était en 2001 pour la première fois, et que ces deux, enfin j'ai envoyé 4 pots de miel, 2 miels de printemps et 2 miels d'été, et donc sur ces 4 échantillons de miel, 4 médailles au concours agricole, donc 2 médailles d'or et 2 médailles de bronze, donc c'était formidable, mais donc ça voulait dire qu'il était a priori effectivement bon ce miel, et je lui envoie ce miel au laboratoire, afin de faire des analyses polliniques, et donc là, c'est là en fait que l'aventure commence, où en fait on se rend compte que cette complexité aromatique, elle est le résultat d'une complexité de pollen, puisqu'on trouve à peu près 250 pollens de fleurs différentes dans ce miel urbain. Lorsqu'on en rencontre une vingtaine dans un miel de Beauce, voilà, c'est souvent un maximum. Voici donc mes premières abeilles, et puis donc le toit de la mairie de Saint-Denis qui accueille en 2000 4 ruches, puis 8, puis 16, puis 32. Et donc voilà ce miel béton, je vous en ai apporté. Voilà. Le paradoxe de cette histoire-là, c'est que je me retrouve aujourd'hui à faire du miel dans des endroits qui a priori ne sont pas des terres de miel, lorsque comparativement les terres de miel, ou les terres qui l'étaient jadis des terres de miel, ne le sont plus. Voilà. Et qu'un certain nombre de régions rurales de France, sur des choses qu'on a en fait entreaperçues tout à l'heure, entre l'arrachage du bocage, la futaie, la coupe des prairies, évidemment l'utilisation des herbicides, des pesticides, il faut qu'on se retrouve dans des endroits qui... Une fois que la floraison, on va dire, du champ de colza est faite, si vous ne nourrissez pas vos abeilles, elles meurent. On est là aujourd'hui sur le toit de la mairie de Saint-Denis et dans l'espace public à produire un miel sédentaire qui nous raconte l'endroit et qui, lorsque, à la fin de l'année, on fait le compte en fait de la moyenne de production d'une ruche urbaine en comparaison à la moyenne de production rurale de France, on se retrouve avec le rucher que j'ai à Saint-Denis qui produit 4 à 5 fois plus de miel que dans la majorité des régions rurales de France. Donc, je pourrais prendre ça comme une bonne nouvelle, je trouve ça tout simplement dramatique. Voilà, parce que c'est à l'échelle, en gros, de ce qui ne va pas. Et c'est l'abeille qui nous le dit à un moment. C'est-à-dire que ce n'est pas une commission d'experts, même si évidemment elle a à faire à un moment. C'est le résultat d'un écosystème qui est nourri, à un moment de diversité, effectivement, et qui est le résultat de tout un tas de choses que je suis en train d'analyser. Voilà. Je transforme la galerie en galeruche, qui est en fait l'occasion pour moi de poser 80 000 abeilles au centre d'une ville, avec en gros un principe de couloir aérien qui permet aux abeilles de passer au-dessus de la tête des humains qui passent en dessous, sous le passage piéton. On a un stockage du miel et une évolution du miel qui se fait à travers la vitrine et depuis l'espace public. Au bout d'un miel, autre problème, au bout d'un mois, on a du miel. Et donc on se retrouve avec une quantité de miel à partager. Et donc j'organise un premier partage de butin qui s'appelle « Tiens, voilà du butin ». Et qui se pose là, à proximité de la galerie. Et à un moment, on se retrouve là, dans une succession de questions. Et je me dis que c'est trop bête de s'arrêter là. Et donc, je me retrouve à imaginer un mobilier de pollinisation de la ville, l'année suivante, avec une mise en œuvre qui se fait avec la ville de Paris, du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, et puis le Festival Paris Quartier d'été. Où, en gros, dans le cadre d'un projet que j'intitule « L'erreur est urbaine », me permet de poser quelque chose que j'appelle le butinaire urbain, qui est une espèce de pied de nez à Jean-Claude Decaux, dans sa façon qu'il a de proposer du service dans l'espace public, mais qui serait une usine à miel qu'on pourrait poser à n'importe quel coin de rue de la ville, et qui pèse 650 kg, et qui est posé en 1 heure. Cet objet mielant ou non identifié, il est posé là pour un mois, de curiosité, certains mettent leur tête dedans, et produit du miel surtout. Ça c'est la grande surprise et ça permet voilà, de mettre en œuvre des siestes sous les abeilles, qui sont l'occasion un peu de casser un peu le rythme de la ville et d'installer des transats avec en fait, je trouve moi le plus beau métier du monde qui est donc moniteur de sieste, mais vous pratiquez Jean Didier, et qui sont finalement des éthologues, des sociologues, des urbanistes, mais qui ne disent pas qu'ils sont ça, ce sont des gros mots. Et qui sont en mesure en gros d'accompagner la curiosité qui est à un moment posée là. Voilà en gros le prétexte que l'on a à un moment à créer une communauté d'humains curieux autour d'une communauté d'abeilles butinantes, on va dire. On se retrouve évidemment à manger beaucoup de miel parce que ça me permet de l'écouler. Et en même temps le miel est vendu à l'Office du tourisme et ça permet aussi de financer un bout du projet artistique. On a mis en place un cycle de promenade urbaine en zone de butinage où en gros on est en mesure de traverser le paysage que l'on est en train de manger. Voilà. Et donc traversant l'agglomération, on voit en gros l'évolution de la densité et aussi l'évolution du goût de ces écosystèmes.